sur RTL TVI. À quoi va ressembler la suite du déconfinement? Un nouveau Conseil national de sécurité est en cours. Nous y retrouvons en direct dans un instant Loïc Parmentier. Madame, monsieur, bonjour. Dans votre RTL Info 13h, nous détaillerons les professions qui espèrent des réponses aujourd'hui, notamment les coiffeurs, les esthéticiennes, les coachs sportifs, mais aussi les enseignants. Ils s'inquiètent déjà pour la suite. Christophe Clément est dans un établissement de Wavre. Enfin, les conséquences de la restructuration chez Brussels Airlines. 2000 emplois indirects sont également menacés à l'aéroport de Bruxelles. Par ailleurs, le tour opérateur TUI annonce la suppression de 8000 emplois à travers le monde. La météo, de belles éclaircies, mais sur le centre du pays, un petit risque d'averse. C'est toujours un peu trop frais pour la saison, de 10 à 14 degrés. C'est lui qui décide de notre sort durant cette crise du coronavirus. Un nouveau Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui. Il est en cours depuis 9h au Palais d'Egmont à Bruxelles, avec pour objectif de présenter les modalités de la prochaine phase du déconfinement prévue lundi prochain, le 18 mai. Bonjour Loïc Parmentier. Il y a beaucoup de points sur la table. Dans quel domaine peut-on espérer des réponses ? Alors c'est un Conseil national de sécurité extrêmement vaste. On aura toutes les précisions d'ici une demi-heure lors d'une conférence de presse annoncée. Mais en tout cas, dans le menu, le gros point du jour, c'est bien sûr la réouverture des écoles à partir de lundi prochain, le 18 mai. Attention, c'est une reprise extrêmement limitée. Il sera également question des commerces dits de contact, les esthéticiens, esthéticiennes, coiffeurs, coiffeuses, tatoueurs, tatoueuses. Ils devraient pouvoir reprendre leur activité à partir de lundi. Un client maximum et bien sûr sur réservation. Il devrait également... Voilà, une voiture qui fait un petit peu de bruit, excusez-moi, ça m'a déconcentré. Lors de ce Conseil national de sécurité, une première info qui nous revient, c'est la réouverture des marchés. Il y aura des règles particulières à respecter. 50 marchands, 50 étals maximum, alignés sur un même côté pour permettre un seul sens de circulation. Et il sera également, question de la réouverture des musées, des bibliothèques, des entraînements pour les sports collectifs et même des parcs zoologiques. Vous le voyez, c'est un Conseil national de sécurité au programme extrêmement vaste. Il ne devrait pas y avoir de grandes surprises, d'autres points. C'est d'ailleurs ce que nous a confirmé certains responsables politiques que nous avons rencontrés ce matin avec mon caméraman Guillaume Wills. Je ne pense pas qu'il y aura de surprise aujourd'hui. On va mettre des précisions sur toute une série de questions, mais la phase 2, je pense que nous sommes ouverts, donc a priori il n'y aura pas de surprise aujourd'hui. C'est clair que le gros morceau de la deuxième phase de déconfinement, c'est la réouverture partielle et progressive des écoles. Ce n'est pas évident, les contraintes sanitaires, mais aussi dans l'organisation des écoles opérationnelles ne sont pas évidentes, mais beaucoup d'écoles font le maximum pour que les élèves puissent revenir à l'école. Beaucoup de médecins, d'experts estiment aussi qu'il est bon que les élèves, les enfants retournent à l'école le plus rapidement possible. J'ai pu mettre sur la table un certain nombre de propositions qui visent à la réouverture, à des conditions évidemment strictes, des coiffeurs, des soins esthétiques, mais également des marchés. Maintenant, il revient au Conseil national de sécurité de trancher sur ces questions, sur ces propositions, si besoin est de les adapter. Il n'y ait pas de faux espoirs, Loïc. On sait déjà ce qui ne sera d'office pas tranché aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup de points qui ne seront pas décidés aujourd'hui, par exemple en matière de tourisme, les excursions d'un jour. Il ne sera pas également question de réouverture des restaurants, des bars, le milieu de l'Horeca. Pas de grand plan également pour le secteur culturel. Il était discuté cette semaine, mais il n'y aura aucune décision aujourd'hui lors de ce 8e Conseil national de sécurité. Puis il n'y aura pas non plus d'annonce particulière sur la vie sociale. On en reste avec la règle des 4 personnes maximum. Voilà pour ce Conseil national de sécurité, le 8e déjà, qui réunit, je vous le rappelle, les experts pour l'analyse et les recommandations et le monde politique pour la décision, gouvernement fédéral et les 5 ministres-présidents des régions et des communautés. Ce 8e Conseil national de sécurité qui est sur le point de se terminer avec cette annonce de conférence de presse, je vous le rappelle, à 13h30 de la Première ministre Sophie Wilmès, que nous pourrons bien sûr suivre sur nos antennes.
Évidemment, merci Loïc, vous restez sur place. On va passer maintenant en revue ces métiers qui attendent donc beaucoup de cette réunion. D'abord, les écoles. On sait qu'elles peuvent rouvrir à partir de lundi. La théorie a été dévoilée il y a déjà quelques jours. Mais dans la pratique, comment ça marche? Christophe Clément, vous êtes à Wavre, dans une école technique et professionnelle. Il y a beaucoup de classes de dernière année, environ 180 élèves dans cette école. Et c'est eux qui vont justement rentrer en premier à l'école. Comment ça va se passer? Eh bien, Alix, vous le voyez, je me trouve actuellement dans un atelier d'optique qui doit à nouveau accueillir des élèves dès lundi. Je me trouve en fait à l'IPES, à Wavre, en compagnie d'André Grenier, qui dirige cet établissement, qui chapeaute cet établissement, mais aussi les 6 autres écoles provinciales, essentiellement de l'enseignement qualifiant ou technique de transition. Au total, vous accueillerez lundi 640 élèves. Êtes-vous prêts ? Alors oui, effectivement, nous sommes prêts. Nous allons accueillir 640 élèves, mais pour l'ensemble du pouvoir organisateur, c'est un travail qui a été préparé largement en amont. Nous avons pu être encadrés et accompagnés par des professionnels tels que le SIPP, donc la sécurité au travail, par le PSE, la médecine scolaire. Et nous avons fait également un travail en amont avec les délégations syndicales afin de partager l'ensemble des idées. Et dès aujourd'hui et depuis hier après-midi, nous avons eu l'aval, comme quoi tout est en ordre. Donc je peux vous dire que nous sommes prêts. Il y a notamment un marquage au sol. Oui, effectivement, il y a un marquage au sol, il y a différentes règles de sécurité parce que c'est notre particularité. Vous imaginez bien qu'au moment où il y a des écoles qui font rentrer 60 ou 70 élèves, nous avons pour notre pouvoir organisateur 640 élèves, mais dans l'enseignement qualifiant. Donc nous avons vraiment voulu respecter les idées pédagogiques et le concept pédagogique. Et donc il y aura également des cours d'options de base groupées, donc de mécanique garage, comme par exemple ici de l'optique, de l'hôtellerie. Donc effectivement, au niveau de la distanciation sociale, au niveau de la désinfection des outils, eh bien tout ça, il y a eu un calcul, il y a eu un travail en amont de nouveau avec les chefs d'atelier et avec la sécurité au travail. Alors les masques nécessaires arriveront dimanche matin, mais vous vous penchez déjà sur la rentrée suivante, celle du 25 mai, qui doit accueillir les élèves de 2e secondaire. Et là, c'est plus compliqué. Que demandez-vous et qu'attendez-vous du Conseil national de sécurité? Alors à ce niveau-là, effectivement, nous sommes prêts également pour le 25 mai. Il faut savoir qu'en tant que responsable administratif du pouvoir organisateur, nous devons remettre un avis via la Fédération des pouvoirs organisateurs, donc en ce qui nous concerne le CP11. Nous devons remettre un avis à la ministre de l'Enseignement sur un débriefing sur cette première semaine de rentrée. Malheureusement, il y a un jour férié plus un pont, donc il y a à peine 2 jours et demi. Donc pour nous, le délai est un peu trop court pour pouvoir émettre un avis, en tout cas objectif. Et nous avons sollicité via la Fédération des pouvoirs organisateurs un délai supplémentaire d'1 semaine, juste parce qu'on a beau penser à toutes les idées, être le plus performant possible, on se dit bien qu'il y aura en tout cas des petits grains dans l'engrenage à les nettoyer et huiler cette machine. Maintenant voilà, si le CNS demande qu'on rentre le 25, on est prêt également. Merci beaucoup, Monsieur Grenier. Bonne rentrée ainsi qu'à vos élèves et on verra si vous êtes entendu dans le courant de l'après-midi. Merci Christophe et merci à votre invité. Nous sommes maintenant en direct d'une école fondamentale à Jumet, près de Charleroi. Bonjour Françoise Danco, vous êtes la directrice de cette Athénée de Jumet. Vous aussi, vous avez commencé à tout aménager. Mais la grande inconnue pour lundi, c'est les masques. Ils sont censés être obligatoires pour les élèves et les profs à partir de 12 ans, mais vous ne les avez pas encore reçus. Comment vous comptez faire? Vous les espérez pour quand? Voilà, donc nous avons reçu le feu vert, donc nous pouvons réouvrir notre école dès lundi. Donc les masques sont prévus à la livraison samedi, seront distribués dimanche au sein même de cette école ici pour toutes les écoles de la région, tout réseau confondu. Alors voilà, nous gageons sur le respect du calendrier annoncé, et si la mésaventure devait reporter la rentrée, nous attendrions la ligne de conduite collective annoncée par notre réseau. Madame, imaginez vos profs et tout. Madame, imaginez vos profs et tous vos élèves masqués à partir de lundi avec toutes ces mesures que vous avez dû installer dans votre école. Ça vous fait quoi comme directrice? Voilà. Le masque, c'est une sécurité, c'est un accessoire. L'important est que l'école revive. L'école du 18 mai ne sera pas celle du 16 mars, à situation inédite, comportement totalement inédit. Et donc voilà, je serai très heureuse de revoir mes collègues et mes élèves, même accessoirisés. Vous savez déjà si tous les enfants censés reprendre les cours lundi vont venir à l'école ?
Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, 16 élèves sur 24 sont annoncés et reprendront donc normalement le chemin de l'école. Ces chiffres nous seront confirmés ce soir puisque nous avons planifié avec les parents une visioconférence. Les parents sont autorisés à avoir leur opinion et nous sommes aussi autorisés à réceptionner toutes leurs inquiétudes. Mais ils ont confiance en l'école, nous avons confiance en eux et voilà, donc nous gageons sur la confiance collective. Merci beaucoup Madame d'avoir répondu en direct à nos questions ce midi. École ou pas, à partir de lundi, en tout cas, le contexte sanitaire reste stable pour le moment. Le centre de crise fédéral a annoncé que 70 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures. On compte aussi 82 décès supplémentaires liés au coronavirus dans notre pays. Tous les détails chiffrés avec Michael Menten et Michael Harvey. Tous les signaux sont au vert. Voilà ce qui ressort des derniers chiffres du centre de crise. La courbe des hospitalisations diminue alors que les sorties de l'hôpital augmentent. Hier, 205 personnes ont pu rentrer à la maison. On a effectivement une diminution qui persiste tant du nombre d'hospitalisations, du nombre de patients en soins intensifs, du nombre de décès, je dirais heureusement. On a actuellement peu de nouveaux cas, mais ça peut fluctuer d'une fois à l'autre. Autre bonne nouvelle, le service des soins intensifs se dégorge un peu plus chaque jour. Il y a dans nos hôpitaux 3 fois plus de patients non Covid que de patients Covid. Les experts semblent aussi rassurés sur l'évolution des personnes contaminées. On pense de plus en plus que si elle peut le avoir, elle le fera de manière moins intense. On ne sait pas la durée de cette protection. On ne peut pas garantir qu'il n'y a pas de deuxième épisode possible, mais on n'a pas du tout d'évidence dans les patients actuellement étudiés qu'ils fassent des formes aussi sévères ou plus sévères que lors du premier épisode. Pour que ces signaux positifs continuent, tout va dépendre de la durée et de l'intensité de nos contacts. Les experts rappellent que croiser quelqu'un dans la rue sans lui parler ne présente aucun risque. Enfin, à l'heure du déconfinement partiel, dernier conseil, ventilez vos pièces au maximum. L'ouverture d'une simple porte ou d'une fenêtre contribue à l'évacuation des particules. Et revenons à toutes ces professions qui sont dans l'attente des décisions du Conseil national de sécurité de ce 13 mai. On parle notamment des métiers dits de contact. C'est le cas des coiffeurs. Pourront-ils à nouveau vous couper les cheveux et refaire votre couleur? Julien Moda, vous êtes dans un salon de coiffure liégeois. Oui, exactement, Alix. C'est une question qu'évidemment tout le monde se pose, moi y compris. Pourra-t-on revenir rapidement dans un salon de coiffure ici? On est en train de se préparer. Je vous montre ici les masques et les visières qui ont été achetés par le propriétaire de ce salon, qui a déjà également préparé du gel hydroalcoolique. Clara sera la personne responsable pour pouvoir accueillir les clients. Vous voyez que c'est pas un accueil très agréable, mais c'est un accueil de contexte. Ici, on a supprimé un siège sur 2. Ils sont capables dans ce salon d'accueillir 5 clients en même temps. Maintenant, on ne sait pas évidemment quelles sont les mesures qui seront imposées. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir les gens dès lundi? Oui, nous sommes prêts. Nous avons espacé nos prises de rendez-vous. Nous avons commandé des masques pour les clients qui voudraient en avoir et qui n'en ont pas. On a commandé des capes jetables, comme ça sera une utilisation unique. Oui. Et voilà, nous mettons tout en place pour être en sécurité et pour mettre les gens en sécurité. Il y a déjà des clients qui vous ont contacté pour prendre des rendez-vous? Oui, ça commence, le téléphone sonne, les gens sont impatients. Ils ont fait un peu des petites catastrophes en attendant, donc notre challenge, ça va être de récupérer un peu tout ça. Les repousses, les petites coupes maison. Ils vous ont déjà expliqué tout ça? Oui, on a déjà eu quelques échos par téléphone, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est un salon de coiffure, comme il y en a énormément d'autres, qui attend cette réouverture. Il en a besoin pour son commerce. 2 mois de fermeture, c'est beaucoup trop long. Il attend dans une demi-heure la décision du Conseil national de sécurité. Merci beaucoup Julien Modave. Parmi les métiers de contact, donc, il y a aussi les esthéticiennes. Fanny Dehaye nous attend dans un institut du Namurois. Fanny, là, est-ce qu'une reprise est envisageable? Peut-on respecter ces fameux gestes barrières dans un institut?
En tout cas, ici, tout est prêt pour accueillir les clients et les gestes sanitaires de sécurité sont déjà respectés en temps normal. Carole, tout est prévu pour l'arrivée de ces clients. Oui, en effet, on est prêt. On a déjà l'habitude, nous, en tant que dermopigmentistes, puisque dans notre centre d'esthétique, notre spécialité, c'est le maquillage permanent. Donc, on a déjà l'habitude de respecter les règles d'hygiène. On est très vigilant par rapport à ça. On utilise déjà des blouses disposables. On emballe tout ce qu'on touche pendant les procédures avec du cellophane pour éviter les contaminations croisées. Bien sûr, on porte les masques, les gants, on a du gel hydroalcoolisé, les désinfectants. Donc oui, on est prêt. J'imagine, vous recevez environ une trentaine de clients par jour. On ne sait pas encore ce que la Première ministre va décider, mais quoi qu'il arrive, vous allez devoir organiser aussi ces rendez-vous. Oui, en effet. Donc, les clientes viennent sur rendez-vous. On va leur demander de patienter dans leur voiture. Une fois que ça sera à leur tour, leur heure de rendez-vous, on ira les chercher, on prendra la température. Donc ça, c'est la première étape. Bien sûr, s'il y a de la température, on les réfère chez leur médecin généraliste. Ensuite, elles passeront par l'entrée et ressortiront par une autre sortie pour essayer de limiter l'affluence et les contacts. Merci beaucoup, Carole. Et je peux vous dire que Carole n'est pas la seule à être impatiente de recommencer puisque les coups de fil n'arrêtent pas de sonner depuis ce matin. Merci Fanny. Avec nous sur ce plateau, nous accueillons aussi Laurence Weulens. Bonjour, vous êtes la présidente de la Fédération nationale de l'esthétique belge. Pour votre fédération, il n'y a pas de crainte à avoir. Les instituts sont tous prêts à reprendre des clients en toute sécurité. Les instituts sont prêts à reprendre le contact avec leurs clientes et à les accueillir en toute sécurité parce que cela fait déjà un moment qu'elles s'y préparent, étant donné qu'elles avaient déjà anticipé les achats de matériel sécuritaire. Évidemment, elles sont prêtes. Je ne vais pas dire qu'elles sont totalement rassurées. Comme tout le monde, évidemment, il y a la reprise de l'activité qui devra être organisée. Oui, on imagine que les propriétaires, souvent indépendants, sont pressés de reprendre. Mais qu'en est-il des employés? Il n'y a pas trop de stress pour eux de leur côté? Il y a du stress aussi, mais c'est la responsabilité donc des propriétaires et des employeurs de pouvoir aménager les règles de sécurité maximale et de former également leurs salariés. Si vous obtenez l'autorisation de reprendre vos activités prochainement, mais à condition seulement d'avoir un client à la fois, est-ce que ça vaudra la peine quand même ? Cela dépendra de l'infrastructure des instituts de beauté, parce que les petits instituts de beauté qui travaillent avec une ou deux cabines, évidemment, ce serait intéressant. Pour les très gros centres, il faudra voir au niveau des coûts que cela représente de mettre en fonctionnement leur grand centre. Merci beaucoup, madame, d'être venue ce midi sur le plateau du RTL Info, 13h. Hier, on a appris que la compagnie Brussels Airlines allait devoir restructurer, se séparant potentiellement de 1000 employés dans notre pays. Aujourd'hui, c'est au tour de tour opérateur TUI qui annonce une très mauvaise nouvelle. On ne sait pas encore s'il y aura des pertes d'emplois en Belgique et si oui, dans quelle proportion. Mais TUI va licencier 8000 personnes à travers le monde. Arnaud Gabriel avec Elisabeth Wouters. Comme pratiquement tous les appareils des tours opérateurs, ceux de TUI sont eux aussi cloués au sol depuis presque 2 mois. La direction du plus grand groupe de tourisme du monde fait part de ses difficultés. Le communiqué envoyé fait 4 pages. TUI devrait sortir plus fort de la crise, mais ce sera un TUI différent. Quelques mots pour faire passer un message très clair. Il faudra réduire les investissements, les coûts, notre taille et notre présence dans le monde. Nous devons être plus légers qu'auparavant, plus efficaces, plus rapides et plus numériques. Le premier voyagiste mondial souhaite supprimer plus de 10% de ses effectifs. 8000 postes dans le monde, le groupe compte près de 70 000 salariés. 1 an après les problèmes liés au Boeing 737 MAX, qui coûtait rien qu'à TUI Belgique près de 3 millions d'euros par semaine, le coronavirus provoque des pertes nettes estimées à plusieurs centaines de millions d'euros. Nous avons eu beaucoup de succès sur le plan économique avant la crise et nous en aurons à nouveau après la fin de la crise. Nous avons un modèle commercial efficace et performant. Les conséquences de la restructuration en Belgique ne sont pas encore connues. Un groupe de travail doit se pencher sur la question. 2300 personnes travaillent dans notre pays pour le tour opérateur. Les vols vers l'étranger ne sont pas prévus avant le 18 juin au plus tôt. Pour Brussels Airlines, là, on sait que 1000 emplois devraient être sacrifiés chez nous. Mais à cela, il faut aussi ajouter plus de 2000 autres emplois indirects à l'aéroport de Bruxelles qui seront également impactés par cette restructuration. C'est le directeur général de Brussels Airport qui l'a expliqué ce matin, Nicolas Loïc.
Le décollage d'ici quelques instants. Lors d'un vol comme celui-ci, il y a le personnel de bord, celui en cabine, mais aussi le pilote, employé directement par la compagnie. Ils sont parmi les 1000 emplois menacés par le plan de restructuration. Mais il y a aussi les activités assurées par les fournisseurs et les partenaires, comme le catering chargé de la nourriture à bord, ou encore les bagagistes et les agents de sécurité, autant d'emplois également menacés. En général, on dit que pour chaque emploi direct, il y a 2 emplois indirects, donc on parle d'un multiple de ce qui a été annoncé hier, effectivement. 2 emplois indirects pour 1 emploi direct. 3000 postes sont donc menacés sur les 25 000 emplois sur le site de l'aéroport. Il faut dire que Brussels Airlines est de loin la plus active à Zaventem. Elle assure 40% du trafic. Mais ce n'est pas tout. La compagnie joue aussi un rôle primordial dans la connectivité de l'aéroport au monde entier. Grâce au réseau de Brussels Airlines en Europe et en Afrique, on peut attirer des compagnies aériennes étrangères dont les vols se connectent à l'aéroport avec des vols de Brussels Airlines. Donc la connectivité de l'aéroport, mais également de la Belgique, est en grande partie assurée grâce à Brussels Airlines. Malgré cela, Arno Feist rassure, pour l'instant, aucun plan de restructuration n'est prévu au sein de l'aéroport. Par ailleurs, ces chiffres qui illustrent la catastrophe économique que vit l'aéroport de Bruxelles depuis le début de la pandémie. Au mois d'avril, le nombre de passagers a chuté de 99%. Moins de 17 000 passagers ont transité à l'aéroport, souvent des Belges expatriés qui revenaient au pays. Un mois normal, c'est censé être 2 millions de voyageurs. En revanche, on note une forte hausse du trafic full cargo, plus 51%. Qu'a-t-il été décidé pour la suite du déconfinement? Vous le saurez en restant sur RTL TVI avec RTL Info. Le Conseil national de sécurité est terminé. Vous suivrez la conférence de presse de la Première ministre dans un instant dans une émission spéciale présentée par Caroline Fontenoy. Ne bougez pas. il est déjà passé. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Comme à chaque fois, RTL Info vous fait vivre en direct le Conseil national de sécurité et les décisions qui seront prises et qui impacteront notre quotidien. Toute notre rédaction est mobilisée. La conférence de presse devrait intervenir dans les minutes qui viennent. Vous entendrez aussi les différentes réactions des secteurs concernés. On va se rendre sans plus attendre au Palais d'Egmont où se trouve Loïc Parmentier. Bonjour Loïc. Quels sont les points qui seront à l'ordre du jour? Et en tout cas, la conférence de presse, on l'a dit, est imminente. Oui, conférence de presse à 13h30 précis. C'est la Première ministre qui l'a annoncé sur son compte Twitter. La dernière fois, elle avait respecté scrupuleusement le timing. Ça devrait être le cas également. En tout cas, ici au Palais d'Egmont, il n'y a plus un responsable politique, plus un expert. Tout le monde a déjà quitté le lieu de ce Conseil national de sécurité pour se rendre au 16 rue de la Loi, là où va se dérouler la conférence de presse dans la fameuse salle du bunker. Au menu de cette conférence de presse que nous
nous allons suivre en direct. Il sera question du feu vert pour la reprise des cours dans les écoles à partir de lundi prochain, le 18 mai. Une reprise des cours toute particulière, hein. Tout le monde n'est pas concerné et les mesures mises en place sont extrêmement restrictives. Il va être également question, c'est une information que nous avons pu obtenir, de la réouverture des marchés. 50 marchands maximum alignés sur le même côté pour permettre un seul sens de circulation pour les visiteurs de ces marchés, pour les clients. Il sera également question lors de cette conférence de presse de domaines comme la réouverture des musées, les bibliothèques, les parcs zoologiques. Vous voyez, c'est un menu extrêmement chargé. Et puis, on l'attend tous, je l'attends avec beaucoup d'impatience, la reprise lundi des commerces dits de contact. Comprenez les coiffeurs et les coiffeuses. Je suis moins concerné par les esthéticiens, esthéticiennes ou encore les tatoueurs et les tatoueuses. Voilà le programme de ce Conseil national de sécurité et les mesures que nous allons vivre aujourd'hui lors de cette conférence de presse, cette 8e conférence de presse après ce nouveau Conseil national de sécurité. Merci Loïc et on vous retrouvera bien entendu dans le courant de cette édition spéciale. Pour nous accompagner également cet après-midi, Dominique Demoulin. Bonjour Dominique. Bonjour Caroline. On a entendu les différents points qui sont à l'ordre du jour. Il y en a d'autres qui sont postposés ou qui sont programmés en tout cas pour le 8 juin, c'est la prochaine échéance. Voilà, on ne saura rien probablement aujourd'hui concernant nos traités. Alors, est-ce qu'on pourra voyager à l'étranger? Est-ce qu'on pourra se rendre dans les résidences secondaires, éventuellement en Belgique? Est-ce qu'on pourra aller passer une journée, voire plus, à la mer ou dans les Ardennes? Dans ce cas-là, ça pose aussi la question, évidemment, de la réouverture des restaurants et des cafés. On le sait, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. La Première ministre avait annoncé que des décisions seraient prises fin mai concernant l'été, concernant aussi les stages pour enfants durant cet été, les camps scouts, les camps guides, les camps patros. Tout cela vont devoir s'organiser, évidemment, mais ce n'est sans doute pas aujourd'hui que ces décisions-là vont tomber. Alors, d'autres décisions que l'on attend, c'est celles concernant les rassemblements, peut-être des rassemblements de petite importance. On sait que les festivals sont annulés jusqu'à la fin du mois d'août. En revanche, est-ce qu'on pourra faire un barbecue chez soi avec plus de 4 personnes? Qu'en est-il des petits festivals de 50 personnes peut-être? Tout ça, il faudra probablement encore attendre le mois de juin, la fin mai peut-être pour les décisions, et puis le mois de juin pour la réouverture de ces portes-là et la réouverture d'un été à peu près normal. Peut-être qu'on aura des précisions aujourd'hui, Dominique, sur le nombre de personnes qui pourront assister à un mariage civil ou à des funérailles. Ça, c'est peut-être pour aujourd'hui. Voilà, il y a déjà des choses qui ont changé assez discrètement en début de semaine. Jusqu'à présent, le mariage civil ne pouvait rassembler que les mariés, forcément, les témoins et l'officier de l'état civil. Depuis lundi, les parents des mariés peuvent aussi assister à la cérémonie. Donc là, il y a des perspectives, il y a une ouverture qui pourrait aussi se concrétiser concernant les enterrements. On sait qu'aujourd'hui, c'est 15 personnes maximum, c'est fort peu, évidemment. Donc là, on attend peut-être des précisions de la Première ministre cet après-midi. Et si ce n'est pas cet après-midi, ça sera à la fin du mois. Précisions qui interviendront dans quelques minutes. Maintenant, restez donc bien avec nous. On va rejoindre Christophe Clément, car vous le savez, le gros point du jour, c'est la réouverture des écoles lundi prochain. Bonjour Christophe, vous vous trouvez à Wavre, à l'Institut provincial d'enseignement secondaire, où précisément on se prépare activement à cette rentrée. Effectivement, Caroline, je me trouve actuellement dans la salle d'informatique où les ordinateurs ont été désinfectés et ils le seront encore avant la rentrée de lundi où on accueillera 640 élèves. À mes côtés, André Grenier qui chapeaute cet établissement ainsi que 6 autres du Brabant wallon. Est-ce que vous avez une demande particulière à formuler au Conseil national de sécurité ? Alors nous serons très attentifs forcément au Conseil national de sécurité. Nous attendons bien entendu la conférence de presse de la Première ministre Sophie Wilmès. Nous sommes attentifs, bien entendu, comme je pense tous citoyens belges, mais également en tant que professionnels de l'enseignement. Nous avons remis un avis très clair à la Fédération des pouvoirs organisateurs, en l'occurrence notre pouvoir organisateur, la Fédération de pouvoirs organisateurs, c'est le CP11 pour nous. Et nous avons remis un avis clair. Cet avis, c'est de demander un délai supplémentaire d'1 semaine et de reporter d'1 semaine cette rentrée des deuxième année secondaire, puisqu'ils sont prévus pour le 25 mai.
Pourquoi ça risque de coincer si on fait rentrer les deuxièmes secondaires le 25 mai? Alors je pense que nous avons effectivement tout prévu. On a eu vraiment un travail en amont avec la sécurité au travail, la sécurité des travailleurs, le SIPP, la médecine scolaire, le PSE, avec les délégations syndicales. Je pense que nous sommes vraiment prêts. Maintenant, on verra ça ici déjà le 18 mai, mais je pense qu'il y aura quelques grains dans l'engrenage. On devra le nettoyer, huiler la machine pour que tout fonctionne. Et donc, c'est vraiment une assurance que nous demandons. Et ici, ce n'est pas d'ordre médical, forcément, c'est plutôt d'ordre organisationnel et pédagogique. Merci beaucoup, Monsieur Grenier. On verra si vous êtes entendu et si ce report d'une semaine pour la rentrée des deuxièmes secondaires est accepté, validé par le Conseil national de sécurité. Merci Christophe et merci à votre invité. On va se rendre cette fois du côté de Céline Prel qui se trouve en compagnie de la directrice de l'Athénée de Jumet. Bonjour Céline. Alors comment se prépare la rentrée cette fois des 6e primaires ? Alors, 16 élèves sur les 24 que compte donc la classe de 6e primaire sont attendus ici lundi. Une rentrée un peu particulière dans une école complètement réaménagée. Des accès ont été condamnés et des sens de circulation ont été aménagés dans les couloirs. Céline, je vous interromps un instant car la conférence de presse, je suis désolée, on reviendra vers vous après pour avoir les réactions bien entendu, car la conférence de presse de la Première ministre qui décidément a l'air très ponctuelle puisqu'elle devrait se tenir dans un instant. Voilà, vous les voyez, ils sont tous en place. En attendant depuis le 4 mai, pour certains d'entre vous, la vie quotidienne n'a pu un tant soit peu redémarrer. Ce redémarrage est progressif et, comme nous l'avions annoncé d'emblée, il dépend directement effectivement de l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Cette opération de déconfinement appelle à la fois à la prudence et au sens de responsabilité de tous. L'assouplissement des mesures de confinement s'est déroulé à plusieurs niveaux depuis le 4 mai, vous le savez. D'abord, au niveau de la vie sociale. Nous avons vécu difficilement pendant des semaines en silo fermé avec les personnes qui vivent sous le même toit que nous. Dimanche, ce silo a pu être élargi à 4 personnes maximum et de nombreux Belges, et je pense certains d'entre nous ici aussi, en ont profité pour retrouver leurs parents, leurs enfants à l'occasion de la fête des mères. D'autres ont invité de la famille proche ou des amis à passer un peu de temps en leur compagnie. Après de longues semaines d'éloignement, nous avions besoin de ces retrouvailles pour nous remonter le moral et maintenir notre détermination dans la lutte contre le coronavirus. Et je pense sincèrement que l'obligation de garder ses distances ne nous a pas empêchés à la fois d'être émus, mais aussi de profiter de ces moments simples et malgré tout intimes. Sur le plan professionnel, bien entendu, et le télétravail reste à la norme, mais toute une série de Belges s'est quand même rendu de nouveau au travail. Et plusieurs secteurs ont rouvert leurs entreprises, leurs bureaux, tout en sécurisant les travailleurs, en concertation avec les partenaires sociaux. La grande majorité des commerces a également rouvert. Aujourd'hui, à nouveau, il a fallu appliquer certaines règles, de nouvelles règles pour protéger tout le monde. La réouverture du commerce, en général, s'est bien déroulée dans tout le pays, même si vous avez sans doute vu de longues files devant certains magasins. Dans de tels cas, il faut toujours mieux repartir et revenir à un autre moment, certainement en prévision d'un week-end qui s'annonce. Pour beaucoup, c'était un soulagement. On avait un petit peu le sentiment de retourner à la normalité et on pouvait regoûter à certaines libertés fondamentales qui nous faisaient défaut depuis si longtemps. Je sais qu'il y a des personnes qui, entre-temps, ont pris goût fortement et certains s'inquiètent de cela. On s'inquiète d'une résurgence, d'une recrudescence importante de ce virus dans notre pays, une grande nouvelle vague. C'est un scénario, effectivement, que nous ne pourrons jamais exclure. C'est la raison pour laquelle nous, les experts du GS et nous autres, continuons de suivre cette situation
de très près pour intervenir immédiatement si c'est nécessaire. Nous continuons de vous demander de limiter vos contacts, de garder vos distances et d'appliquer les mesures de sécurité toujours et encore. Vous les connaissez par cœur. Elles sont essentielles, partout et toujours. Sur base du rapport des experts UGES, le Conseil national de sécurité a pris la décision effectivement d'enclencher la phase 2 de notre plan de déconfinement à partir du 18 mai prochain. Celle-ci repose principalement sur la reprise progressive des cours pour certains élèves dans l'enseignement primaire et secondaire, et ceci dans des conditions strictes d'organisation. Les maternelles resteront fermées pour le moment et nous savons aussi que l'enseignement supérieur a quant à lui déjà organisé sa fin d'année académique avec les autorités communautaires. Les règles générales ont été présentées ici même par les différentes communautés, mais les ministres-présidents, comme vous le voyez, sont encore là et seront bien sûr à votre disposition si vous avez des questions plus spécifiques à la fin de cette conférence de presse. Je voudrais quand même souligner que ce retour à l'école entraîne à la fois de l'excitation, mais aussi de l'appréhension chez nos enfants concernés. Et certains parents, on le constate, peuvent être inquiets à l'idée de cette rentrée, même si elle est partielle. Nous voulons les rassurer. Cette décision a été prise après avis avec l'accord des professionnels du secteur de la santé et du monde de l'enseignement. Également, dans la majorité des autres pays européens, les enfants retournent à l'école. Sur le terrain, c'est clair, les enseignants, les directions ont tout fait, ont tout mis en œuvre pour appliquer les consignes de sécurité de manière scrupuleuse. Si vous, parents, avez des questions, avez des doutes, posez-leur des questions. Ils sont impliqués, ce sont des professionnels, ils méritent notre confiance. Et nous voulons profiter de l'occasion pour explicitement remercier le personnel d'enseignement, les directeurs, tout le personnel cadre pour tout le travail qu'ils ont déjà effectué. Beaucoup de voix se sont fait entendre ces derniers jours par rapport à la culture. Il est vrai que la culture est également sévèrement touchée par cette crise. De plus, le déconfinement du secteur culturel est plus complexe à appréhender de par sa nature même. La culture se partage, elle se rassemble, elle échange, elle apaise aussi. Et nous l'avons ressenti d'autant plus fortement en cette période de confinement. Elle emporte aussi avec elle souvent un brassage de monde, parfois sur une période relativement longue. Toutefois, ce n'est pas parce que la complexité est réelle qu'il ne faut pas la gérer. Non seulement la culture joue un rôle essentiel au sein de notre société, mais elle représente aussi un pan important de notre économie. Et c'est pourquoi des initiatives ont déjà été prises par le gouvernement fédéral pour, par exemple, faciliter l'accès à un revenu de remplacement pour les artistes et le personnel qui travaillent dans ce secteur, ou encore, vous le savez, aménager le tax shelter à la situation de crise. Les communautés ont elles aussi travaillé, puisqu'elles ont compétence de la culture, et ont pris des mesures de soutien au secteur. Elles en ont pris plusieurs, j'en nommerai qu'une supplémentaire, qui sont les fonds d'urgence qu'elles ont créés. Comme vous le savez, nous avons tenu une réunion interministérielle hier à ce sujet et nous déposerons avant la fin de la semaine un rapport pour analyse au GES afin d'envisager, pour ce secteur en particulier, la suite du déconfinement. D'ores et déjà, nous avons décidé que pour le 18 mai, les musées et les infrastructures d'intérêt culturel de type bâtiment historique, par exemple, pourront ouvrir à nouveau leurs portes. S'ils mettent en place une billetterie en ligne ou par téléphone, et si, évidemment, ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter les effets de foule à l'intérieur de leur établissement. Je rappelle par ailleurs que les bibliothèques restent ouvertes aux mêmes conditions. Vele mensen hadden het voorbije dagen over cultuur. Beaucoup ont parlé de la culture ces derniers jours. La culture, dans ces temps de crise, cette culture a été lourdement touchée. C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile de déconfiner dans le secteur culturel, étant donné la nature des activités. La culture, c'est quelque chose que l'on partage, où l'on rassemble les personnes.
On a des activités qui calment, qui rassurent, dont on a encore plus besoin aujourd'hui. Et les activités culturelles rassemblent les gens, parfois durant de longues périodes. Mais ce n'est pas parce que c'est complexe que nous ne pouvons pas déconfiner aussi. La culture joue un rôle essentiel, effectivement, dans notre société, mais c'est également un élément économique très important. Et c'est pourquoi le gouvernement fédéral a déjà pris des initiatives. Par exemple, les artistes et d'autres acteurs du secteur culturel peuvent avoir un meilleur accès à des revenus de remplacement. Ou bien il y a le système de tax shelter qui peut s'appliquer à une situation de crise aussi. Les communautés, bien sûr, qui sont responsables de la culture, ont également pris de nombreuses mesures pour soutenir le secteur culturel comme les fonds de crise, etc. Comme vous le savez, nous avons eu une conférence interministérielle hier sur ce sujet et je remercie M. Jambon qui a organisé cela. Et avant la fin de la semaine, nous allons donc soumettre notre analyse au GES de manière à déconfiner encore davantage le secteur culturel. Pour le 18 mai, nous avons déjà décidé que les musées et les bâtiments historiques, par exemple, pourront rouvrir leurs portes. Si la vente de billets se fait en ligne ou par téléphone. Et on doit prendre les mesures pour éviter que des gens s'attroupent en trop grand nombre. Je rappelle que les bibliothèques restent ouvertes, sous les mêmes conditions. Sur le plan de la vie économique, il a été décidé qu'en phase 2, nous l'avions déjà annoncé, que donc les professions à contact comme les esthéticiennes, les coiffeurs peuvent rouvrir à condition qu'on ne travaille que sur rendez-vous. Les clients et le personnel doivent porter des masques, des protections pour le nez et pour la bouche. Et entre les clients, il faut respecter la distanciation. Les marchés, un maximum de 50 étals avec l'accord des autorités locales, tenant compte de plusieurs choses, comme le respect à nouveau de cette distanciation, de sécurité, un plan de circulation qui doit être établi, et à nouveau, on oblige le port des masques pour le personnel du marché et pour les clients. On les recommande fortement. Phase économique, il a été décidé dans cette phase 2, on l'avait déjà évoqué comme étant des mesures qui allaient arriver durant cette phase. D'abord les métiers de contact, comme les coiffeurs et les esthéticiennes par exemple, qui peuvent reprendre sur certaines conditions, notamment la prise de rendez-vous, le port d'un masque ou d'une protection couvrant le nez et la bouche pour le client et le personnel. Les distances de sécurité doivent aussi être bien sûr respectées entre les clients. En ce qui concerne les marchés de maximum 50 échoppes pourront être organisés à nouveau avec l'accord des autorités locales, sachant que les distances de sécurité sont toujours d'application, qu'un plan de circulation doit être instauré. Ici aussi, le port d'un masque ou d'une protection couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour les commerçants et leur personnel et il est fortement conseillé pour les clients. Enfin, une série d'autres décisions ont été prises par rapport au sport et loisirs. Les infrastructures d'intérêt naturel, comme les parcs animaliers par exemple, pourront également rouvrir, à condition qu'ils instaurent également une billetterie en ligne ou par téléphone pour limiter l'accès au public, qu'un plan de circulation soit également instauré. Vous comprenez que ce sont chaque fois le même type de conditions qui sont énumérées, puisque l'objectif est toujours de faire en sorte que, malgré ou grâce aux libertés qui sont retrouvées, les distances et la limitation du contact soient préservées. Je vous rappelle aussi que dans ces centres-là et dans ces espaces-là, les cafétérias et restaurants restent fermés au même titre que les attractions et les plaines de jeux. En ce qui concerne les sports, les entraînements sportifs réguliers et les leçons en extérieur
et en club pourront reprendre à condition qu'ils se pratiquent en respectant les distances de sécurité et en présence d'un entraîneur. Les groupes ne peuvent pas dépasser 20 personnes et les clubs sportifs ne peuvent ouvrir qu'à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes. Là, à nouveau, tout ce qui est cafétéria, etc., reste fermé, comme c'est le cas jusqu'à présent. On a pris une série d'autres mesures concernant les loisirs et le sport. Bien entendu, des parcs animaliers, par exemple, peuvent rouvrir à condition qu'on ait une billetterie en ligne ou par téléphone pour éviter les contacts. Il faut également instaurer un plan de circulation et les cafétérias et les restaurants doivent rester fermés, de même que les attractions et les plaines de jeux. Les entraînements sportifs et les cours sportifs à l'extérieur, dans un cadre de club, peuvent être repris à condition de respecter les distances de sécurité en présence d'un coach, d'un entraîneur. Les groupes ne peuvent pas dépasser 20 personnes et les clubs sportifs ne peuvent ouvrir que si on a appliqué toutes les mesures pour garantir la sécurité des sportifs. En ce qui concerne les mariages et les enterrements, il sera dorénavant possible d'accueillir maximum 30 personnes lors des cérémonies à partir du 18 mai, toujours sur certaines conditions, dont évidemment le respect des distances de sécurité, et il ne sera par contre pas permis d'organiser de réception après ces cérémonies officielles ou religieuses. La prochaine étape de notre déconfinement n'aura pas lieu avant le 8 juin. Vu la multitude des activités à appréhender et leur impact sur les contacts interpersonnels, la phase 3 devra être suivie d'autres phases afin d'inscrire dans le temps la reprise de nos habitudes et ce, de la manière la plus progressive et la plus sécurisée possible. Ainsi, le plan précis relatif au déconfinement progressif du domaine culturel, on vient d'en parler, et sportif sera communiqué dès qu'il aura fait l'objet d'un accord avec le GES. De la même manière, nous aborderons de façon plus précise la reprise graduelle des activités touristiques et de la réouverture des restaurants, des terrasses et des cafés. Et nous devrons également étudier, durant ces prochains jours et semaines, dans quelle phase et dans quelles conditions nous pourrons élargir nos contacts sociaux, envisager les stages d'été, les camps de mouvement de jeunesse, autoriser la reprise des services du culte sous certaines conditions toujours, permettre l'organisation de manifestations et d'événements de tailles diverses. Mais on peut déjà vous dire que toute manifestation à caractère culturel, sportif, touristique, récréatif reste interdite jusqu'au 30 juin. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura probablement pas de retour à la normale pour l'été. Et notre stratégie de sortie continuera du coup à être évaluée et peaufinée au fil des prochaines semaines. L'étape suivante dans ce déconfinement n'aura pas lieu avant le 8 juin. Étant donné qu'il y a de nombreuses activités qui sont reprises, qui reprennent et qui augmentent les contacts personnels, interpersonnels, il faudra encore d'autres phases après la phase 3. C'est de cette manière-là que nous pourrons étendre dans le temps la reprise des habitudes et dans le respect le plus total de la sécurité. Le plan détaillé pour un déconfinement progressif dans la culture et le sport, tout cela sera communiqué dès qu'il y aura un accord avec le GES et de la même manière, on annoncera tous les détails de la reprise des activités touristiques, la réouverture des restaurants, cafés, etc. En même temps, nous allons étudier dans quelle phase et sous quelles conditions il y aura la possibilité de reprendre ou d'étendre encore les contacts sociaux. On verra si on peut organiser des stages d'été,
De quelle manière, sous quelles conditions, permettre aussi le service du culte sous certaines conditions, permettre l'organisation d'événements de certaines tailles. Et nous pouvons déjà dire que tous les événements culturels, sportifs, touristiques sont toujours interdits jusqu'au 30 juin. Je suis très clair là-dessus. Il n'y aura pas de retour normalement à la vie de tous les jours pendant cet été. Bien entendu, on continue l'évaluation et l'étude et la mise au point de ces différentes phases. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez remarqué ces derniers jours, la période d'assouplissement, de déconfinement se déroule complètement différemment par rapport à une période de confinement. Il est beaucoup plus facile de respecter les règles et si tout est interdit. Un déconfinement progressif, c'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus subtil. Les circonstances et conditions de vie peuvent fortement varier d'une personne à l'autre et donc on peut interpréter les règles différemment aussi au niveau de chaque personne. Si vous avez des doutes, vous pourrez trouver davantage d'explications sur les règles. La première référence est toujours la foire aux questions sur infocoronavirus.be. Mais si vous avez des doutes quant à l'interprétation d'une règle et que vous ne trouvez pas de réponse concrète à votre question, il est toujours bon de s'en remettre à l'intention générale, la philosophie même du confinement, en vous rappelant que le but recherché pendant ce déconfinement est bien de maintenir la propagation du virus sous contrôle. Nous devons rappeler que le Covid-19 reste un virus dangereux et qu'il est seulement possible d'en limiter sa propagation par la limitation le plus possible de contacts différents. Je pense que nous devons toujours faire primer la confiance, la vigilance et le bon sens de tout à chacun. Et c'est de cette manière, je pense, que l'on pourra faire correspondre la règle générale aux 1001 réalités que l'on peut connaître à titre individuel. Et ainsi, nous pourrons, je pense, avancer tous ensemble, sans différence, en fonction du mode de vie que vous souhaitez mener. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous remercie. Dank u. Veronderstel dat er vragen zijn. Om te beginnen even vragen. We gaan naar fase 2. Maar nous passons à la phase 2, mais si les chiffres montrent que le déconfinement progressif avec les visites qui augmentent chez les uns et les autres, les commerces qui ouvrent, et si les chiffres réaugmentent, est-ce que la phase 2 sera d'application? Vous l'avez bien dit, nous passons à la phase 2 le 18 mai. Vous avez remarqué aussi à juste titre que nous proposons une phase 3 et de la démarrer que le 8 juin. Nous le savons bien que chaque fois que vous faites une ouverture vers la liberté, il y a un risque que l'on prend. C'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle nous disons toujours aux personnes, voici les possibilités. L'intention est de ne pas dépasser ces possibilités. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de profiter de toutes ces possibilités. Nous sommes en contact étroit avec le GEES. Nous parlons chaque fois de la situation. Vous le savez, nous avons tous les jours un rapport et un briefing de presse, une conférence de presse sur les chiffres des hospitalisations, etc. Et nous avons toujours dit, si la situation sanitaire n'évolue pas de manière positive, si nous sentons que la manière dont cela évolue va dans le mauvais sens, nous devrons intervenir avec de nouvelles mesures ou complémentaires de manière à freiner le mouvement. Nous restons en contact avec le groupe des experts. On se réunit de nouveau lundi, par exemple, et ce point sera débattu. Mais le monitoring se fait bien entendu tous les jours, car c'est quelque chose que nous voulons suivre de très près, de manière très précise. Soyez bien conscients, et nous l'avons toujours dit, d'abord la santé.
Si la situation sanitaire pour notre population ne peut pas être garantie, nous devrons freiner, ralentir, déplacer, changer. C'est toujours une perspective et non une garantie. Donc si les chiffres augmentent ce week-end, par exemple, les coiffeurs ne pourront pas ouvrir lundi. Mais nous restons dans une situation sanitaire qui est très positive par rapport à ce que nous avons connu. Nous avons débattu des possibilités. Quelles sont les possibilités que l'on se retrouve tout à coup dans une situation très négative? Théoriquement, c'est toujours une possibilité. Attention, c'est vrai. Mais on dit que probablement ce ne sera pas le cas. Et donc, on peut ainsi passer à la phase 2 et annoncer cette phase 2. Je vais le dire d'une autre manière. Si nous savions aujourd'hui que la semaine prochaine, ou mardi, ou mercredi, ou dans les jours qui suivent, la situation s'empire, nous n'aurions pas pu faire cette annonce aujourd'hui. Justement, sur cette question, on sait que ça prend un certain nombre de jours pour que les effets du confinement et ou du déconfinement apparaissent. Donc à partir de demain et dans les jours à venir, on risque d'avoir un nombre d'infections qui pourrait peut-être augmenter, un nombre d'hospitalisations qui pourrait encore augmenter. Quelle est la limite? À partir de quel moment on va pouvoir se dire, vous, le groupe d'experts sur l'exit stratégie, qu'il va falloir peut-être freiner, voire revenir en arrière. Revenir en arrière, vous l'avez dit plusieurs fois, dont à la Chambre, que c'était parfaitement possible de revenir en arrière et de repartir sur un confinement. Merci. Alors, il faut, en fait, je pense, la première chose, c'est d'être cohérent. À partir du moment où vous faites un plan de déconfinement progressif pour justement pouvoir contrôler la dispersion du virus, et là, c'est très important de rappeler que l'objectif n'est pas d'arrêter la dispersion du virus tant que vous n'aurez pas un vaccin ou des médicaments qui font en sorte que ça s'arrête. Nous ne pouvons que contrôler sa dispersion. Nous savons que le virus continue à évoluer dans notre société et l'idée, c'est de pouvoir rendre de la liberté à nos concitoyens parce que rester en lockdown pendant un an, vous pensez bien, ou pendant des mois, que c'est totalement inimaginable et puis de toute façon, à un moment, ça ne suivrait plus la société. La société serait victime d'autre chose à ce moment-là que du corona, mais elle en souffrirait terriblement aussi. Donc il faut faire cette balance, Et le monitoring est basé sur plusieurs indicateurs qui sont ce qu'on appelle des indicateurs un peu tardifs, c'est-à-dire que c'est effectivement le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes en soins intensifs, la propagation du virus, la vitesse de propagation du virus, et puis il y a d'autres types d'indicateurs qui sont plus de type qualitatif. Est-ce que on est prêt en testing et tracing? Est-ce qu'il y a suffisamment de matériel de protection pour l'ensemble des intervenants? L'objectif, évidemment, ici, c'est de se retrouver dans une situation ou d'éviter une situation de saturation comme on a pu en connaître avec la première vague. Et c'est cet exercice d'équilibre qui est un exercice d'équilibre qui est extrêmement difficile à préparer, mais aussi à appréhender au niveau sanitaire, puisqu'il va dépendre de deux choses. Il va dépendre d'une part des décisions qui sont prises, mais ils vont aussi dépendre et fortement et largement de comment ces décisions sont appliquées sur le terrain et comment ces règles sont suivies. Donc effectivement, si vous souhaitez faire en sorte que la propagation du virus soit contrôlée de la meilleure manière possible, et tenant compte aussi du besoin de réouvrir le champ des libertés, eh bien, vous avez ces indicateurs qui vous permettent de dire on peut continuer ou on ne peut pas continuer. Aujourd'hui, ces indicateurs nous disent qu'on peut continuer. Si demain, ils nous indiquent qu'on doit mettre le pied sur le frein, nous le ferons. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons jamais fait mystère. Ce n'est pas un objectif. On préfère avancer un peu plus prudemment que devoir revenir en arrière. C'est une certitude. Mais c'est une possibilité que nous n'avons pas cachée et pour laquelle je préfère que l'on reste extrêmement clair. Ça permet aussi à tout le monde de se rendre compte à quel point il est fondamental de respecter les règles, de respecter son bon sens et de se dire comment est-ce que je fais pour me protéger moi et protéger les gens que j'aime et par ce fait l'entièreté de la population, c'est en limitant
le nombre de mes contacts en gardant mes distances de sécurité et en respectant les règles de protection individuelle. Bonjour. 3 petites questions, si possible, pour LN24. La première, c'est concernant, il n'y a pas eu d'élargissement donc des contacts familiaux. Une petite pensée pour les gens qui sont en colocation. La règle, elle est un peu plus compliquée. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? La deuxième, c'est lié au secteur de l'ORECA, un secteur compliqué qui évidemment ne peut pas encore rouvrir pour le moment. Est-ce que le gouvernement fédéral va proposer des nouvelles mesures? Et si oui, dans quel délai pour venir en soutien à ce secteur? Et la troisième, en tant que patronne du navire fédéral, est-ce qu'à un moment qu'on a à la tête du gouvernement fédéral, également compris du Conseil national de sécurité, est-ce que l'on se dit qu'il y a quand même certains constats à tirer dans la leçon de la crise et donc que si certaines compétences revenaient au niveau fédéral, ce serait parfois plus facile dans la gestion? Merci. Merci pour vos questions. Alors, la première chose, c'est l'élargissement, la question des colocations. En fait, je me souviens qu'on a parfois comparé les règles que nous prenons avec celles beaucoup plus simples à appréhender de l'Allemagne, par exemple. Une famille rencontrait une famille. Donc on ne peut pas avoir tout et son contraire. C'est-à-dire que nous, on a voulu justement, au risque de rendre les choses peut-être un peu plus compliquées à appréhender au premier regard, mais je n'ai aucun doute sur le fait que la population belge a bien compris ce qu'était la règle des 4 personnes, mais ça permettait au moins de faire face à plus de situations de vie différentes. Est-ce que ça permet de faire face à toutes les situations de vie? Certainement pas, parce que l'on sait qu'en posant ce choix-là, on l'a élargi par rapport à d'autres systèmes un peu plus carrés et évidents au premier regard, justement pour permettre ces différents types d'organisation de vie de rentrer dans le dispositif, mais que par toute évidence, à partir du moment où vous limitez la liberté, vous limitez le champ des possibles, tout le monde ne s'y retrouvera pas. Et il y a eu des frustrations. Il y a aussi eu des frustrations pour des parents qui se sont dit « mais moi, je n'ai pas envie de choisir. J'ai 4 enfants qui ont tous des familles de 4. Je n'ai pas envie de choisir. » Effectivement, ça n'est pas drôle. Et ce sont des situations que l'on comprend bien, que l'on regrette, mais que nous ne choisissons pas. Il faut toujours bien se rappeler la situation sanitaire dans laquelle on est et qui nous force à un moment à devoir tirer une ligne à un certain niveau. En ce qui concerne l'ORECA, je l'ai dit, c'est vrai que l'ORECA, c'est aussi un métier de partage, de rencontre, de brassage. Et donc, c'est à l'instar d'autres types de secteurs, des secteurs qui souffrent énormément et pour lesquels la situation est complexe. Mais comme je l'ai dit aussi, c'est pas parce qu'elle est complexe qu'on ne doit pas l'envisager avec sérieux, raison pour laquelle nous travaillons également avec le GEES, à la fois sur la partie sportive, la partie culturelle, aussi la partie ORECA et la partie touristique, parce que avec la fermeture des frontières aussi, il va y avoir une réorganisation de ce pan-là de notre société qui va devoir se faire. Et je rajoute aussi que le confinement, c'était pas des vacances pour nos concitoyens et que donc si on pouvait faire en sorte que les uns et les autres puissent prendre l'air, à un moment se déconnecter, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Donc si c'est possible, on le fera. Et en ce qui concerne les conclusions que l'on pourrait tirer aujourd'hui de la crise, moi j'ai pour principe de ne jamais tirer de conclusions lors d'une crise. Il faut attendre que celle-ci se passe, qu'on puisse prendre suffisamment de recul pour pouvoir l'évaluer à sa juste valeur. Ce qu'on aura compris aussi, je pense, c'est que oui, la Belgique est un système institutionnel complexe. Bien sûr, il pourrait se simplifier et par correction vis-à-vis de mes collègues autour de la table dont je sais que tout le monde ne partage pas le même point de vue, je dirais que certains estimeront qu'il sera plus simple en transférant toutes les compétences d'un côté et d'autres estimeront qu'il sera plus simple en les transférant tous dans une autre. Vous comprendrez que ma tâche aujourd'hui n'est pas de nous diviser. Et pour terminer sur cette note-là, je constate personnellement que vous pouvez simplifier tous les systèmes du monde. Si autour de la table, il n'y a pas la volonté de travailler ensemble dans la même direction, ça ne servira à rien.
Donc les deux conditions doivent être, à mon avis, remplies. Et aujourd'hui, je pense qu'il est fait la démonstration que le fédéral, les entités fédérées peuvent travailler de concert dans l'intérêt général de la population, ce qui est pas si mal. Si vous voulez bien, je vais laisser vos collègues poser des questions, sinon on m'en voudra de ne pas avoir donné la parole à tout le monde et la conférence de presse ne va pas durer éternellement. Excusez-moi. Oui. Dank u wel. Merci. Deux petites questions. Vous avez annoncé une série de règles d'assouplissement pour le secteur sportif. On a parlé également des enfants de moins de 12 ans, indépendamment des entraînements. Est-ce qu'on a décidé quelque chose là-dessus? Est-ce que vous pourriez en parler? Et puis en même temps, les secondes résidences. Si j'ai bien compris, on parle de 8 juin comme première date d'assouplissement. Est-ce qu'on pourrait peut-être assouplir plus tôt? Merci pour ces questions. Vous avez bien entendu, nous aimerions proposer à l'ensemble du monde sportif donc un paquet complet et non pas petite partie par petite partie dans cette communication, parce que l'ensemble des mesures pour le sportif s'appliquera pratiquement en même temps au monde culturel, au touristique, les uns influençant les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous avons sciemment dit nous continuons d'informer sur ce qui va se passer le 18, parce que de toute manière, ce sont presque des sécurités dans ce monde très peu sécure, mais voilà ce qui a déjà été fixé. Pour le reste, nous voulons prendre le temps ensemble d'étudier le tout, d'analyser et de développer un plan plus détaillé à vous présenter, également en collaboration avec le groupe des experts. Les secondes résidences? Oui, mais c'est repris dans les mesures dans le monde touristique, seconde résidence. Il y en aura certainement qui aimeraient passer une journée à la mer, etc. Les bourgmestres ont également leur point de vue, on les a entendus. Il faut également tenir compte de ces opinions-là et donc cette étude est progressive et ce sera également un point de la discussion suivante. Avant le 18, d'ici 5 jours, vous aurez... sur la question des entraînements pour les enfants, c'est quelque chose qui est attendu par beaucoup de parents, je pense. Donc on a parlé aujourd'hui des entraînements, avec une règle particulière sur les entraînements, les clubs, les 20 personnes, le fait que les distances devaient rester. Je n'ai pas entendu qu'on excluait les entraînements pour les enfants dans cette règle-là. C'est une règle générale qui s'applique pour les sports pratiqués à l'extérieur. Monsieur. Par rapport aux contacts sociaux, en termes de cohérence, pourquoi ne pas autoriser des visites à plus de 4 personnes, mais malgré tout autoriser, par exemple, mariage et enterrement à 30 personnes? On se dit, peut-être avec un brin de... Je ne suis pas sûre que ce soit du sentimentalisme, mais vous serez quand même d'accord avec moi. Les mariages et les enterrements sont des moments de vie qui sont particulièrement impactants, positivement ou négativement, dans la vie des individus. Et que ce sont des moments aussi de partage, ce sont des moments importants de partage. Vivre son engagement d'amour ou vivre son deuil, ce sont des moments qu'il est vraiment très très difficile de passer seul. Et donc que cette proposition soit faite me paraît plus que normal. Au niveau épidémiologique, je rappelle aussi que ce sont des groupes qui peuvent se réunir uniquement le temps de la cérémonie dans des conditions extrêmement strictes de maintien des distances de sécurité et que contrairement aux réunions privées, vous allez voir, vous seriez autorisé à voir X nombre de personnes, ce sont des événements qui se passent de manière moins fréquente. Heureusement d'ailleurs en ce qui concerne les enterrements. Voilà, je vous remercie. Ah, madame. Oui, j'ai une question qui s'adresse au ministre-président des 3 communautés. Par rapport aux écoles,
Pas mal de directeurs d'école se sont plaints dans la presse cette semaine, enfin se sont inquiétés plutôt du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de masques, de matériel de protection, de gel notamment d'hygiène, et que tout ne serait pas prêt pour lundi. Est-ce que vous pouvez leur donner l'assurance que tout sera mis à disposition d'ici lundi? Sinon, que prévoir? Est-ce que vous considérez que l'État protecteur doit agir ou pas? Yann. En Flandre, les masques sont disponibles et la distribution est en cours. Et d'ici vendredi, toutes les écoles seront fournies. Tout suit le schéma normal. C'est le cas aussi pour la communauté germanophone, donc les masques sont livrés chez nous, donc on va pouvoir les distribuer aux écoles, on sera donc au rendez-vous. Les masques arrivent progressivement, les premiers sont arrivés hier comme convenu, et on avait informé les écoles que la distribution se ferait probablement et au plus tard le week-end, donc on est toujours dans ce timing-là, les écoles ont été prévenues et donc tout se passe normalement et dans le timing prévu. Merci. Je pense que monsieur avait encore une question. Non. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Voilà donc pour cette conférence de la Première ministre et c'est les détails concernant la phase 2 du déconfinement sur lesquels nous allons bien entendu revenir avec vous, Dominique Demoulin. Dans un premier temps, tout ce qui était annoncé pour aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Non, il n'y a pas eu de surprise. Effectivement, les écoles vont rouvrir progressivement à partir du 18 mai. Pareil pour les musées, les bâtiments historiques aussi vont pouvoir rouvrir. Et puis la nouvelle que l'on attendait, est-ce que les coiffeurs vont effectivement rouvrir la semaine prochaine? Oui, avec un masque obligatoire pour les clients et pour le personnel. Pareil pour les autres métiers de contact, donc les esthéticiennes, les tatoueurs, les tatoueuses. Il faudra là aussi respecter la distanciation, bien évidemment, et ça ne pourra se faire que sur rendez-vous. Et puis les marchés, il en avait été beaucoup question. Le ministre du Carme avait plaidé pour qu'on puisse rouvrir les marchés. Ce sera le cas, mais avec maximum 50 étals et avec l'accord des autorités locales qui devront donc organiser ces marchés avec un sens de circulation. Et là aussi, l'obligation du port du masque pour les marchands, en tout cas. Et c'est vivement recommandé, a dit Sophie Wilmès, pour les clients. Alors, il y a eu aussi des précisions qu'on n'attendait pas spécialement sur les entraînements sportifs et puis une précision dernièrement sur toutes les prochaines phases, donc la phase numéro 3 qui aura lieu à partir du 8 juin. Voilà, alors les entraînements sportifs vont pouvoir recommencer à condition qu'ils se déroulent en extérieur, qu'il y ait un entraîneur qui soit présent. Ça veut dire que tous les clubs de foot, par exemple, vont pouvoir reprendre les entraînements avec les enfants ou avec les personnes plus âgées. Mais les cafétérias, bien entendu, vont rester fermés. On va aussi rouvrir les parcs animaliers. Mais là aussi, pas question d'aller prendre un verre ou pas question de laisser les enfants sur la plaine de jeu. Ça va rester fermé. Et effectivement, pour la première fois, la Première ministre a déclaré qu'il n'y aurait pas de retour à la normale pendant l'été. Autrement dit, eh bien, les mesures de distanciation sociale, la limitation des contacts, tout ça continuera vraisemblablement pendant l'été. Ce qu'on attend à présent, c'est la 3e phase qui va commencer le 8 juin. Et puis, il y en aura encore d'autres, a-t-elle dit. Il y aura des phases progressives, sécurisées. Tout ça va se faire avec l'accord du GES. Alors, c'est le groupe qui réunit les experts, virologues, infectiologues et les politiques. Donc là, il y aura un plan qui sera présenté en fin de semaine déjà pour ce qui est tout le monde culturel. Il y a, je vous l'ai dit, déjà certaines choses qui vont pouvoir rouvrir, comme les musées et les bâtiments historiques. Mais qu'est-ce qu'il en est des théâtres, des cinémas? Il y aura donc ce plan qui sera proposé fin de la semaine et puis qui devra être entériné, évidemment, par les politiques. Mais ça, ce sera pour le mois de juin. Oui, donc il y a encore beaucoup de points à trancher dans les semaines qui viennent. On va rejoindre sans plus tarder Loïc Parmentier qui a suivi cette conférence de presse. Loïc, peut-être déjà des premières réactions ?
Oui, une première réaction tout de suite avec Pieter De Crème, le ministre de l'Intérieur, qui a suivi cette conférence de presse. Bonjour, monsieur Pieter De Crème. Une première réaction, dans votre secteur, vous allez devoir contrôler tout ça. Ça augmente petit à petit ce déconfinement. Est-ce que c'est encore gérable de sécuriser en quelque sorte ce déconfinement? Oui, certainement. Avec l'expérience qu'on a eue cette semaine-ci, donc on vivait dans une situation dans laquelle tous les magasins étaient fermés, sauf quelques-uns. Maintenant, on vit dans une situation où tous les magasins sont ouverts, à l'exception de quelques-uns. Et à partir de lundi, il y a donc aussi un élargissement vers, par exemple, les coiffeurs, les barbiers, ce qu'on appelle les professions de contact. Donc, c'est gérable, mais donc, j'insiste aussi sur le fait que l'interdiction de rassemblement et que la distanciation doit toujours être respectée, y compris l'impossibilité de se rendre à une deuxième résidence. Donc il y a encore pas mal de choses qui devront être contrôlées, mais cette semaine, on a déjà eu l'expérience d'une population qui suit véritablement les consignes, par exemple lorsque les magasins étaient ouverts. Parfait. Merci beaucoup, Pieter De Crème, ministre de l'Intérieur. Je propose tout de suite d'avoir une deuxième réaction avec le ministre-président bruxellois, Rudy Verwoerd, qui est là. On va garder ces petites distances de sécurité. Vous êtes en direct, bien évidemment, sur RTL. Alors, ces nouvelles phases, effectivement, ont rien de nouveau. Tout ce qui était annoncé au programme de ce Conseil national de sécurité a été validé. Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de dire qu'on termine un premier cycle de déconfinement. On va maintenant se donner le temps de voir l'impact qu'auront l'ensemble de ces mesures sur l'évolution de la pandémie. Et donc c'est la raison pour laquelle on a décidé cette fois-ci de faire une pause et d'attendre les prochaines éventuelles réouvertures à partir du 8 juin prochain. Donc, le point, attendre un petit peu pour la prochaine phase de déconfinement, mais quand même la culture et le sport sera au cœur de la réflexion. Oui, bien sûr, pas seulement. Je pense qu'il y aura aussi le secteur restaurant, terrasse. Il y a plein de secteurs qui sont en attente et qui sont fortement impactés. Vous avez raison d'évoquer le secteur culturel, le secteur sportif, mais aussi ce secteur fort important à Bruxelles, qu'est le secteur HoReCa. Donc il faut maintenant qu'il y ait une vraie réflexion. Mais encore une fois, on ne pouvait pas se permettre d'enchaîner les réouvertures sans se donner le recul nécessaire pour voir l'évolution de l'épidémie, sous peine de devoir, en cas de mauvaise tendance, de devoir retourner en arrière, ce qui est encore pire. Et ce que personne souhaite. On sait qu'à Bruxelles, il y a énormément d'événements. On parlait de l'HoReCa, bien évidemment, mais énormément d'événements. Donc vous êtes d'autant plus impacté dans cette région par rapport à ce déconfinement qui traîne dans ces secteurs. Très clairement, mais on le sait, de toute manière, le secteur touristique ne va pas reprendre comme ça. On va mener une grande campagne de communication à l'adresse d'abord des Belges, parce qu'on compte beaucoup sur la visite des Belges. On voit que ça fonctionne bien en région wallonne. On doit bien se dire qu'à Bruxelles, effectivement, outre la fonction touristique, c'est aussi la fonction internationale qui est lourdement impactée. Donc ce sont tous ces congrès qui, en fait, vous savez, en termes d'HoReCa, les touristes et les voyageurs dépensent près de 2 milliards d'euros par an. C'est donc un montant énorme. Et donc, effectivement, on faut pas se faire d'illusions, la casse sera là. Mais voilà, maintenant, il faut pouvoir préparer les prochaines mesures de déconfinement et c'est ce que nous allons faire avec sérieux et méthode. Merci Rudy Verwoerd, ministre-président bruxellois. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais Pierre-Yves Jolet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est avec nous. Et on peut peut-être voir avec lui sur ces écoles, enfin, le feu vert pour les écoles. Lundi, ça peut recommencer. Oui, c'est un feu vert important puisqu'on sait que cette deuxième phase, le 18 mai, c'était le gros morceau, c'était la reprise partielle et progressive dans les écoles. Je rappelle que ça concerne les 6e primaires et les 6e secondaires et on veut évidemment que toutes les conditions de sécurité, d'hygiène soient bien évidemment respectées. Et je profite vraiment de l'occasion pour remercier les directions d'école et les enseignants qui ont tout fait pour rendre cette rentrée possible. Et on mesure le côté émotionnel des parents, des enfants qui ont peur. Il y a certaines craintes, une certaine anxiété par rapport à cette reprise, mais soyez vraiment persuadés que tout est fait pour rassurer et qu'au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on sait que les enfants, les petits-enfants, il n'y a rien de plus cher pour les parents et les grands-parents. Donc on prend vraiment toutes les mesures pour que cette rentrée se passe vraiment dans les meilleures conditions. Il y a certains bourgmestres qui avaient des craintes par rapport à cette réouverture des écoles et d'ailleurs qui ne l'appliqueront pas. Et certains syndicats dans le monde enseignant, effectivement, trouvent que cette longue liste de 125 points en matière de mesures sanitaires à appliquer
est un peu longue et peut-être difficile tout simplement à mettre en place. Et cette reprise partielle et progressive, c'est vraiment fait en concertation avec les acteurs de l'école, y compris les syndicats. Et j'ai vu des réactions syndicales en disant que toutes les mesures étaient prises, qu'il fallait peut-être avoir un peu de bon sens aussi pour appliquer certaines mesures et pas de façon restrictive. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté et d'enthousiasme des acteurs de l'école pour faire que cette rentrée soit la plus paisible possible pour les parents et les enseignants, parce que je mesure vraiment la crainte aujourd'hui, parce que c'est un retour à la vie normale. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui se réjouissent de rentrer à l'école, mais ils ont peut-être un peu la boule au ventre aussi en se disant comment ça va se passer. Donc par rapport au bourgmestre, je trouve que c'est une mesure un peu radicale et on est vraiment, la ministre de l'Enseignement l'a rappelé, nous sommes au niveau du gouvernement. Moi je ne condamne pas, je dis simplement j'ai envie de leur tendre la main et de dire nous sommes à votre disposition pour voir comment on peut respecter les mesures de distanciation sociale, physique, et que si dans leurs écoles il y a certains problèmes, on est prêt à trouver des solutions, à les aider. À la situation exceptionnelle que nous vivons, il faut trouver des solutions exceptionnelles. Donc plutôt que de les condamner aujourd'hui, j'ai vraiment envie de leur dire nous sommes à votre disposition pour tenter de trouver des solutions. C'est important que les enfants retournent à l'école. Beaucoup de spécialistes, experts, de médecins le disent. Retisser un lien avec l'école, c'est aussi la santé mentale, la santé psychologique et même peut-être la santé physique aussi des élèves et des enfants. Et donc je pense que soyons positifs, on est face à une crise terrible. Je pense qu'on a besoin d'être unis tous dans cette crise et tenter de trouver des solutions. Merci beaucoup Pierre-Yves Jollet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On revient bien sûr avec vous dès que nous avons d'autres réactions. Merci beaucoup Loïc. On va entendre à présent les réactions des différents secteurs concernés, mais aussi la réaction des familles. On va commencer par vous, Nicolas Loïc, puisque vous êtes en présence d'une maman de 4 enfants, dont un va retourner à l'école ce lundi. Oui, vous l'avez entendu en fin de conférence de presse, certaines écoles ne vont pas reprendre directement lundi, mais un peu plus tard parce qu'il manque de matériel pour protéger les élèves. C'est le cas ici avec cette famille. On va débriefer ce Conseil national de sécurité en direct avec eux, avec la famille Gonzalez. Merci d'être avec nous. Première réaction peut-être sur les écoles. On en a très peu parlé finalement durant ce Conseil. Effectivement, on en a très peu parlé, mais bon, ce qui est quelque part rassurant, ce que la ministre précise, c'est que si l'école prend des mesures respectueuses de sécurité, il n'y a aucun risque de mettre son enfant à l'école. Donc c'est notre choix, c'est le choix de Lisa, et Lisa retournera à l'école à la prochaine rentrée. Oui, parlons justement de Lisa qui est juste à côté de vous. Bonjour Lisa, merci d'être avec nous aussi. Lisa reprend l'école mardi, c'est bien ça? Normalement, elle reprend mardi, sauf avis contraire du directeur. On va recevoir un mail de toute façon en cours de journée. Alors, ce qui est important pour Lisa, c'est qu'elle est en 6e primaire, donc elle est en finalité d'une scolarité. Et pour nous, je pense que c'était important, et pour elle aussi, de se dire, voilà, je suis en 6e primaire, je ne vais pas avoir de CEB cette année parce que voilà, les circonstances du confinement ont fait que ce n'était pas possible. Mais elle tient à terminer cette année avec un point de finalité, simplement pour aller dire au revoir à ses copines, à son professeur. Voilà, se dire, eh bien, je mets un point final à ma scolarité primaire pour passer en secondaire l'année prochaine. Et pour vous aussi, en tant que maman, la décision a été prise avant même le Conseil national de sécurité. Il fallait que Lisa retourne à l'école au plus vite. Vous comprenez que certains parents ont peur, hésitent encore aujourd'hui. Ce n'est pas votre cas, mais vous comprenez ces parents ? Tout à fait. Et je comprends les parents qui ont des enfants plus jeunes, qui ont des enfants parce que les 1e et 2e primaires pourront rentrer aussi à partir du 25 s'il n'y a pas de changement de programme. Mais je pense que pour ces enfants, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'ils sont plus jeunes. Donc, ils ne vont pas comprendre les règles de gestes barrières, de distanciation sociale. Ils vont rentrer dans l'école, ils vont dire bonjour aux copains, aux copines, se lancer dans les bras de l'instit. Et pour eux, c'est vrai, je peux comprendre ces parents-là qui se disent non, mes enfants sont trop petits, ils ne vont pas savoir respecter ces gestes. Que pour Lisa qui a 11 ans, voilà, elle sait ce que sont des gestes barrières, les gestes de distanciation sociale. Et voilà, en tout cas pour elle, c'est super important aussi au niveau rôle social, contact social avec ses copines. Lisa, qu'est-ce que t'en penses, toi? On le sait, on l'a vu, ton cartable est prêt, tu nous l'as montré tout à l'heure. Toi aussi, t'es prête pour retourner à l'école mardi? Oui, je suis super contente de revoir mes copines, ma prof, etc. Du coup, je suis super contente. Oui. On parle beaucoup de sécurité, etc. Est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que la sécurité sera respectée dans les écoles? C'est important pour toi, t'as pas peur?
Non, j'ai pas peur. On aura des masques et je sais très bien qu'il faut respecter les gestes barrières, etc. avec mes copines. Merci beaucoup, merci pour vos réactions. On était en direct ici avec la famille Gonzalez. Aussi, une dernière petite info sur Lisa qui fait du basket. Elle ne va pas pouvoir reprendre ses cours de basket comme c'était prévu. Malheureusement, il faudrait encore un peu de patience. Merci beaucoup, Nicolas. On va rejoindre à présent Philippe Devos, qui est président de l'APSIM, l'association belge des syndicats médicaux. Je rappelle, bonjour, que vous êtes également responsable du service des soins intensifs au Mont-Légia à Liège. Quel est votre sentiment après avoir entendu cette nouvelle conférence de presse de la Première ministre? Le déconfinement suit son cours. Selon vous, il n'est pas précipité? Il suit son cours, comme de nombreux experts l'ont dit sur vos antennes. On aurait préféré avoir chaque fois 15 jours d'écart entre deux mesures. Ici, les magasins ont ouvert lundi, on ouvre les écoles lundi prochain, donc on n'a pas 15 jours. Donc cette phase-ci, pour moi, est la plus à risque, puisqu'on ne sait pas encore ce que la phase précédente a donné, qu'on va déjà ouvrir une autre. Donc c'est vraiment maintenant qu'on prend un risque. La phase suivante en juin, là, on aura de nouveau ce délai de 15 jours, donc c'est un peu plus rassurant. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Et l'autre difficulté, c'est qu'avec deux phases aussi rapprochées, si jamais on a un échec, on ne saura pas ce qui a fait échouer le problème, si c'est l'ouverture de magasins ou l'ouverture des écoles. On a entendu tout à l'heure cette maman qui comptait mettre son enfant à l'école lundi. Il y a des parents qui sont un peu plus craintifs. Est-ce que vous comprenez leurs inquiétudes? Est-ce que c'est risqué, en somme, de mettre son élève à l'école lundi? C'est pas plus risqué que de le faire vivre normalement en dehors de la maison. Aujourd'hui, les mesures de sécurité qui sont prises à l'école sont les mêmes, voire plus drastiques que les mesures de sécurité qu'on prend dans les supermarchés ces jours-ci et dans les magasins. Donc voilà, il va falloir vivre avec un risque qui est lié au coronavirus. Le risque zéro n'existe plus sur ce sujet-là. Mais ici, les mesures qui sont prises, la centaine de mesures, est plutôt rassurante pour moi et garantit qu'ils ont les mêmes conditions de sécurité que n'importe quel Belge. Une dernière question, Monsieur Devos. Il y aura toujours une possibilité de revenir en arrière. On va tenir compte de certains facteurs, notamment le nombre de personnes en soins intensifs. C'est quelque chose qui vous rassure? En tout cas, si on n'a pas de possibilité de revenir en arrière, on aura le fameux pic qu'on a réussi à éviter. Donc, tout le premier confinement n'aura servi à rien. Donc, c'est indispensable de pouvoir revenir en arrière. Et j'espère qu'on ne reviendra pas en arrière. Mais si on y va franco, on risque de se retrouver confiné 3 mois, alors qu'une petite retour en arrière de 2 semaines pourrait résoudre le problème. Donc, c'est le moyen le plus intelligent de déconfiner. Merci beaucoup pour votre avis, Monsieur Devos, et merci d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale. On va rejoindre à présent Christophe Clément, qui se trouve à Wavre, à l'Institut provincial d'enseignement secondaire. Christophe, on l'a entendu, il n'y aura pas de délai supplémentaire. La rentrée se fera bien le 18 et le 25 mai. Effectivement, rentrée confirmée pour les élèves de 6e primaire et 6e secondaire. En revanche, il n'a pas été question de la rentrée du 25 mai qui doit accueillir les élèves de 1e et 2e primaire ainsi que ceux de 2e secondaire. Monsieur Grenier, vous qui dirigez cet établissement de la province, c'est une déception pour vous ? Non, je ne dirais pas que ce soit une déception. Je veux dire, on l'avait dit en tout début avant le Conseil national de sécurité, nous sommes prêts à faire rentrer les 2e secondaires. Tout est prêt. On a consulté nos différents partenaires, SIPP, donc Sécurité au travail et médecine scolaire, le PSE. Nous sommes prêts pour rentrer. Maintenant, il y aura peut-être des dispositions particulières demandées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous restons en attente. Mais voilà, nous, le principal, c'est que nous voulons assumer nos responsabilités et être dignes de la confiance des parents qui vont nous confier leurs enfants le 25 mai et ici le 18 mai pour les 6e et 7e secondaires. Vous espérez encore un report d'une semaine qui serait décidé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le confort des élèves? Alors, un espoir plutôt, voilà, je veux dire, c'est oui, on pourrait parler d'espoir. Maintenant, comme je vous dis, on est prêt. C'est plutôt vraiment pour être certain que tout tourne et effectivement qu'on puisse avoir un certain délai raisonnable pour pouvoir analyser la situation avec la Fédération des pouvoirs organisateurs. En tout cas, pour la province du Brabant wallon, en tant que pouvoir organisateur, nous sommes prêts. Concernant la rentrée de lundi, on a entendu le Conseil national de sécurité se dire conscient du stress engendré par cette rentrée chez les parents, chez les professeurs, les enseignants. Vous le ressentez également ?
Oui, tout à fait. Je pense que la Première ministre Sophie Wilmès a effectivement raison. Nous avons des parents qui sont stressés, des enseignants qui sont stressés aussi. Alors, il y a ici, au niveau des parents, je veux dire, il y a de deux ordres. Au niveau des parents, je rappelle quand même que cette rentrée n'est pas obligatoire. Et donc, effectivement, nous, en tant que pouvoir organisateur, nous allons assurer un suivi pédagogique également pour les élèves qui ne rentreront pas, afin que cet enseignement ne soit pas discriminatoire. Au niveau des enseignants, nous avons travaillé en amont. Nous avons fait une communication régulière par le pouvoir organisateur. Ici, nous avons, à partir de ce matin, dans chacune de nos écoles, des assemblées générales avec une possibilité mixte, soit en présentiel avec distanciation sociale, soit via vidéoconférence, où nous répondons au maximum aux questions des différents enseignants. Et en plus de cela, il y a une communication interne du Collège provincial du Brabant wallon afin de rassurer au maximum. Le tout, c'est de rester très attentif à leurs demandes. Merci, Monsieur Grenier. Bonne rentrée à vous, ainsi qu'aux 640 élèves attendus dans les 7 écoles de la province du Brabant wallon. Merci Christophe et merci à votre invité. Laurence Weilens nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes présidente de la Fédération nationale de l'esthétique belge. Une première réaction, ça y est, vous allez pouvoir rouvrir ce lundi. Dans quel état d'esprit sont les esthéticiennes? Est-ce qu'elles sont impatientes ou elles sont inquiètes? Elles sont impatientes. Elles étaient impatientes de pouvoir ouvrir et c'est un grand soulagement que d'apprendre évidemment que le secteur de l'esthétique va pouvoir ouvrir. Évidemment inquiètes parce qu'il va falloir s'organiser. Elles se sont déjà organisées pour avoir tout le matériel sécuritaire et pouvoir faire profiter à leurs clients des soins, mais dans une bulle de sécurité et une bulle de bien-être. C'est ça qui est important, mais évidemment, il y a quand même une inquiétude quant à cette réorganisation et d'appliquer toutes les mesures d'hygiène d'une façon maximale. Effectivement, il n'y a pas eu de précision sur le nombre de clients qu'on peut accepter. Néanmoins, la condition, c'est de respecter les distanciations sociales. Oui, alors évidemment, dans ce qui a été dit, c'est qu'il fallait porter un masque. La cliente devait porter un masque, l'esthéticienne aussi. Ça, c'est déjà une très bonne chose parce que au moins, on sait que le masque est imposé. Maintenant, la distanciation sociale, on saura la respecter dans la zone administrative, dans la cabine de soins individuelle. Il aurait fallu avoir un peu plus de précision quant à la grandeur des centres. Quand les centres sont plus importants, où il y a plusieurs employés, évidemment, à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir des renseignements plus précis. Et dans les spécificités du métier aussi, c'est important de savoir, pour certains soins, est-ce qu'on va pouvoir les pratiquer ou pas. Voilà, donc il y a quand même encore quelques précisions que nous devrons avoir pour rassurer toutes les esthéticiennes. Ça, ce serait important. Eh bien, merci beaucoup, Madame Meulens. On va justement se rendre dans un salon d'esthétique avec Fanny Dehaye. Vous vous trouvez dans un institut de beauté dans la région de Namur. On l'a entendu, hein, les esthéticiennes sont prêtes à rouvrir ce lundi avec toutes les mesures de précaution nécessaires. Et surtout toute l'impatience nécessaire, puisqu'on l'a dit, hein, port du masque pour clients, pour personnel, une prise des clients sur rendez-vous uniquement. C'est déjà ce qui se faisait chez vous, Carole. Alors j'imagine on est ravis de pouvoir reprendre lundi. Ah oui, effectivement, c'est un soulagement, une très bonne nouvelle, de l'excitation, de retrouver nos clients, de retrouver notre équipe aussi. Oui. En quoi est-ce que ça va bousculer votre travail, ces nouvelles mesures de sécurité? Est-ce que tout va être possible? Tous les soins ne seront, à mon avis, pas possibles. Garder la distanciation sociale lorsqu'on effectue des soins où on a un contact direct avec la peau, ça risque d'être compliqué. Donc, on va les postposer et on prendra dans un premier temps celles où on peut respecter ça. On a prévu les plexiglas. Donc, pour les soins des ongles, par exemple, il n'y a aucun problème. On peut démarrer, on est prêt. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Et Carole n'est pas la seule à être prête puisque les clients aussi ne cesse de reprendre des rendez-vous déjà depuis ce matin. Merci beaucoup Fanny Dehaye. Et on va rejoindre à présent Patrick Dumont qui est le vice-président des coiffeurs de Belgique. Bonjour. Alors une bonne nouvelle, effectivement, les coiffeurs vont enfin pouvoir rouvrir leur salon ce lundi, c'est confirmé. Il n'y a pas eu de précision, je le disais, pour les esthéticiennes, c'est aussi vrai pour les coiffeurs. Pas de précision quant au nombre de clients, c'est plutôt un soulagement. Écoutez, ça rassure parce que je pense que de toute façon, le secteur avait déjà prévu de faire en sorte qu'un seul coiffeur s'occupe d'une seule cliente à la fois pour pouvoir respecter la distanciation sociale. Donc, en fonction, comme l'a précisé Madame Weilens, de la disposition des lieux, s'il est possible de pouvoir respecter la distanciation sociale, ça permettra aussi de peut-être à un coiffeur de pouvoir s'occuper de 2 clients à la fois, tout en veillant évidemment à respecter ce que je viens de dire. De notre côté, on a été particulièrement étonnés de voir
l'autodiscipline de tous les coiffeurs qui se sont, durant cette période de confinement, très largement équipés en plexiglas, en gants, en masques et qui ont pris toutes les dispositions utiles pour garantir leur sécurité et ceux du personnel. Mais ça veut dire que, de facto, les plus petits salons vont être un peu plus pénalisés? Je pense que de toute façon, si le salon est effectivement plus petit, il a aussi moins de collaborateurs. Donc, le principal est de pouvoir respecter la distanciation sociale. Si dans un salon de 20 mètres carrés, on peut accueillir 2 clients, je pense qu'en temps normal, de toute façon, c'est ce qui se passait. C'est sûr que si le salon est plus grand, il pourra accueillir lui aussi plus de clients. Mais ce n'est que normal. On ne pouvait pas demander à un propriétaire d'un salon de coiffure qui dispose de 200 mètres carrés de n'avoir que 2 collaborateurs dans le salon. Ce qui est important, c'est de respecter les consignes qui nous ont été données. Et je répète, les coiffeurs se sont montrés extrêmement disciplinés à cet égard. Nous avons été agréablement surpris de toutes les dispositions qu'ils avaient prises. Merci beaucoup Patrick Dumont d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale. On va retrouver Julien Medave qui se trouve aux côtés d'un coiffeur qui se prépare pour la réouverture lundi. J'imagine Julien que le téléphone est déjà en train de sonner puisque tout ça se fera évidemment sur rendez-vous. Il sonne à l'instant, pour tout vous dire. C'est sur vibreur, ça n'a pas arrêté. C'était un ouf de soulagement quand même assez extraordinaire ici. On a vécu cette annonce avec lui et il faut quand même reconnaître que vous l'attendiez. Vous aviez peur de ne pas pouvoir rouvrir, hein? Oui, il y avait quand même une crainte. On n'était pas sûr à 100%. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez bien compris les consignes? Un masque pour tout le monde, une distance sociale, du gel hydroalcoolique? Oui, nous avions déjà prévu tout avant. Donc on respecte vraiment toutes ces coordonnées, toutes ces données-là. Donc il n'y a aucun souci pour nous à ce niveau-là. Depuis l'annonce, vous avez reçu combien de coups de fil? On a déjà reçu au moins une dizaine déjà. Il était temps que ça reprenne pour vous financièrement? Oui, financièrement, oui. Psychologiquement aussi, parce que rester à la maison, c'est pas trop mon truc. Mais retrouver notre clientèle et financièrement, évidemment, c'est quand même important. Voilà, on va pouvoir remettre ici 5 coiffeuses au travail. Il y a à peu près 300 mètres carrés dans ce salon. Il espère pouvoir coiffer en même temps 5 personnes. Les coups de fil commencent à arriver. C'est une excellente nouvelle pour ce coiffeur. Il y a à peu près 200 coiffeurs sur Liège. On estime qu'eux aussi sont évidemment très satisfaits. Merci beaucoup, Julien. Pour suivre, Léonard Monami, président de la Fédération nationale des commerçants ambulants. Bonjour. Alors voilà, c'est une annonce qui était très attendue. Le retour des marchands ambulants. On annonce un retour des marchés, mais avec 50 maximum, 50 étals. Vous êtes satisfait? C'est un bon début? C'est un début, mais on n'est pas satisfait, évidemment. C'est la catastrophe, parce que 50 marchands, ça signifie que les marchés des villes comme Warem, comme Mouy, comme Hanu, comme Aiguezé ne vont pas pouvoir rouvrir. Or, les marchés, par définition, sont les circuits courts qui vont en ville pour aller vendre leurs produits. Donc, c'est une catastrophe, parce qu'il n'y aura que les petits marchés de campagne qui vont pouvoir rouvrir. Ou alors, il y a une solution, évidemment, c'est que les villes qui ont plus de 50 marchands partagent leur marché en 2, mettent la moitié des marchands sur une place et l'autre moitié sur une autre place. Mais est-ce que les communes vont accepter? Parce que ce sera une double organisation. Je n'en sais rien. Précisément, ce sont les bourgmestres qui vont devoir donner leur aval. Mais comment choisir? Je prends par exemple un exemple, c'est la BAT à Liège, c'est des centaines de commerçants. Comment va-t-on procéder pour faire un choix? Eh bien, ça veut dire qu'un marché qui aura plus de 50 marchands, dont la BAT qui en a 300, ne pourra pas rouvrir simplement. Ce ne sont que les marchés où il y aura moins de 50 marchands qui pourront rouvrir. C'est pour ça que je vous explique que c'est catastrophique, parce que tous les marchés qui se déroulent dans les villes wallonnes ne vont pas pouvoir rouvrir. Ou alors, comme je vous le dis, partager le marché en 2. Mais la BAT, c'est impossible, c'est 320 marchands à peu près. Charleroi, c'est la même chose. Le marché du Midi, pareil. Donc, ceux-là ne vont absolument pas pouvoir rouvrir, ça c'est sûr. Il faudra peut-être être imaginatif et, comme vous l'avez dit, multiplier alors les petits marchés? Oui, mais la BAT avec 300, ça veut dire qu'avec des marchés de 50, on devrait faire 6 marchés différents. C'était une idée qui a été proposée par Diana Nikolic, mais n'a pas été soumise encore à l'avis des marchands, parce que je pense que les marchands, il faut quand même leur demander leur avis avant de faire quelque chose qui pourrait, oui ou non, les intéresser.
Mais là, je vais demander des aides supplémentaires à la Région wallonne parce qu'il y en a qui ne pourront pas recommencer et il y en a qui vont préférer rester avec leur droit passerelle plutôt que d'aller risquer de faire des recettes nulles. Parce qu'en réalité, ce qu'on dit, c'est ouvrir les marchés, mais les gens n'y allaient pas finalement. Donc, je serais déçu. Bien, merci beaucoup, Monsieur Léonard, mon ami, d'avoir été avec nous pour cette réaction en direct. Encore un point que nous allons aborder cet après-midi, c'est bien entendu la culture. Pour ce faire, Pierre-Alain Brevelde est avec nous. Bonjour, vous êtes patron de Step In Live, qui est spécialisé dans l'événementiel. Alors cela comprend évidemment tous ces métiers de l'ombre qui sont aujourd'hui menacés. Alors on l'a entendu dans la bouche de la Première ministre, vous exercez un métier compliqué puisque c'est un métier de partage, ça demandera encore de la réflexion et donc du temps. Vous vous sentez quoi, un peu abandonné ? Non, bonjour. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion et comprendre d'abord et avant tout ce que représente le métier, le secteur au sens large de la culture. Je pense que la définition aujourd'hui, et la preuve en est le nombre de signataires du manifeste qui a été proposé, 12 000 personnes, c'est un milieu extrêmement complexe à comprendre. Et avant de pouvoir commencer à déconfiner, à réfléchir, il faut comprendre quels sont les enjeux, quels sont les acteurs, qui est concerné, comment et pourquoi mettre ça en avant ou ça en avant. Donc il y a un vrai travail de fond qui doit encore être fait pour comprendre comment travailler dans le futur. Vous l'avez dit, un travail de fond, mais qui prendra du temps. Est-ce que toutes ces professions de l'ombre, comme je le disais, se trouvent aujourd'hui dans une situation financière compliquée ? Extrêmement compliquée. Aujourd'hui, de nombreux acteurs se retrouvent sans un sou, sans un franc, et ils n'ont aucun statut. Du jour au lendemain, le 10 mars, ils ont perdu tout revenu. Voilà, ils se sont retrouvés à zéro. C'est vrai qu'on parle de chômage temporaire très important. Une fois de plus, on ne va pas assez loin dans ces mesures-là pour les employés. Les indépendants ont reçu un droit passerelle qui était bien pour vivre pendant quelques semaines, mais au long terme, ce n'est pas possible. Et puis, il y a plein de travailleurs de l'ombre qui n'ont rien du tout, rien du tout. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Brevelde, pour cette réaction en direct. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire cet après-midi sur toutes les décisions qui ont été prises par le Conseil national de sécurité. Des décisions sur lesquelles nous reviendrons en long et en large sur notre site internet rtlinfo.be, mais aussi, bien entendu, dans le RTL Info, 19h. Merci de votre attention. À bientôt. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles. Ce soir sur RTL, série événement sur RTL TVI, NCIS Nouvelle-Orléans est de retour. Victime d'une vendetta, l'équipe est dans la tourmente. Sur Club RTL à 20h, Time Out avec Justin Timberlake, l'éternité à un prix que seuls les plus nantis peuvent s'offrir. Et sur Plug RTL, soirée 100% IMO, avec recherche appartement ou maison, suivi par Maison à vendre, Stéphane Plaza et ses acolytes ont du pain sur la planche. À voir ce soir sur vos 3 chaînes. Et sur RTL Play, regardez la bataille des couples à votre rythme et gratuitement. Bonne soirée sur RTL. Ça fait plus de 7 semaines que nous sommes confinés. Impossible de se rencontrer, de s'embrasser ou de se faire un câlin. Belge à domicile et Orange vous propose une nouvelle séquence, Macadam Stories, qui vous permettra de transmettre des messages d'amour, d'espoir ou de soutien à vos proches. Dessinez, écrivez des messages à la craie sur les trottoirs, devant les maisons de vos amis, voisins, grands-parents qui vivent à proximité de chez vous. Filmez-vous et expliquez-nous à qui vous dédiez votre message. Envoyez vos vidéos à domicile@rtl.be et partagez-les sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Macadam Stories. Bientôt dans Belge à domicile, nous diffuserons vos Macadam Stories.